Leurs mains brûlaient, mais aucune flamme n'était visible. Le plus terrifiant, le poison était dans ce qu'ils mangeaient, dans leur pain. Ils sentaient leurs mains brûler, pourtant aucune flamme n'apparaissait. Et le plus effrayant, c'est que le poison était déjà sur leur table, dans leur pain. Mai 1590, Paris. Mais ce n'est pas le Paris de la lumière. C'est une ville silencieuse, une ville encerclée. Le 7 mai, Henri IV ferme chaque porte. Plus rien n'entre, plus rien ne sort. Et à l'intérieur, plus de 200 000 personnes qui ont faim. Pierre de l'Estoile, un Parisien présent dans la ville ce jour-là, écrivait chaque jour dans son journal. Nous avons consulté les chroniques de cette époque pour cette vidéo. Ce qui s'est passé derrière ces murs, ce n'était pas simplement une guerre, c'était la mort lente d'une ville vivante. Regardez cette carte de Paris en 1590, reconstituée à partir des documents d'époque. Ici, les murailles de la ville. Ici, le dispositif militaire d'Henri IV. Ici, les routes coupées, une par une. Observez ce graphique. Dès les premières semaines du blocus, le prix des céréales commence à grimper. Semaine après semaine. Jusqu'au moment où une simple miche de pain devient inaccessible pour un Parisien ordinaire. Quand le pain devient impossible à acheter, les hommes commencent à regarder ailleurs. D'abord, on a mangé les chevaux, puis les mulets, puis les chiens et les chats des maisons nobles, puis ce qu'on trouvait. Nos recherches nous ont conduits vers le chapitre le plus sombre de ce siège, le pain de Madame de Montpensier. En août 1590, selon les chroniques attribuées à Pierre de l'Estoile, une farine fut utilisée, fabriquée à partir d'os humains broyés. Des os de cimetière, réduits en poudre, transformés en pain. Ce pain porte ce nom, parce que Madame de Montpensier en aurait loué l'invention. Ce n'était pas sa politique personnelle, c'était la politique de la faim. Ce poison ne frappait pas tout le monde de la même façon. Certains établissements religieux, certains milieux privilégiés disposaient encore de réserves. Mais dans les rues, on cherchait des herbes entre les pavés, des substituts alimentaires dérisoires. La faim dissolvait les solidarités ordinaires. Les historiens estiment qu'au total, ce siège a causé la mort d'au moins 45 000 personnes. 45 000, dans une seule ville, en 4 mois. Ce n'était pas seulement le corps qui se brisait, c'était l'esprit. Ce que nous appellerions aujourd'hui un traumatisme collectif. Paris, capitale du Royaume de France, était devenu en 4 mois un endroit où la survie effaçait tout le reste. Les gens volaient, qui n'avaient jamais volé. Les liens se rompaient, qui semblaient solides. La faim fait cela aux hommes. Ce n'était pas leur faute, c'était la faute du blocus. Regardez cette chronologie. 7 mai 1590, le blocus commence. Juin, les animaux disparaissent. Juillet, le 27 juillet, Henri IV tente un assaut. La ville résiste. Août, la famine atteint son point le plus noir. Septembre, Alexandre Farnèse, à la tête de l'armée espagnole, force Henri IV à se replier. Dans la mémoire historique, on représente aussi Henri IV faisant entrer quelques vivres dans Paris. Ce qui est certain, c'est que le blocus s'achève en septembre. Trop tard pour des dizaines de milliers d'entre eux. Aujourd'hui à Paris, ces murs de 1590 existent encore. Ces gens qui ont mangé du pain fait d'os, ces familles qui ont cherché de l'herbe entre les pavés, ces hommes et ces femmes qui ont vécu leurs pires mois, simplement parce qu'ils se trouvaient dans cette ville. Quelle était leur faute ? Simplement qu'ils étaient enfermés et que les portes étaient closes. Le prix de la faim, le prix de la faim. Ce n'était pas seulement une guerre, c'était une civilisation mise à l'épreuve. Aujourd'hui, nous jetons du pain tous les jours. Une seule question. Si demain les portes de votre ville se fermaient, combien de jours resteriez-vous humain ? Dites-le moi dans les commentaires, je lis chaque réponse. Des siècles d'histoire, cachés dans le silence de la faim.